Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de La Forge. Aujourd'hui, on reçoit notre première invitée femme et qui de mieux que Morgane Dion pour venir nous parler. Bonjour Morgane. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc aujourd'hui, on va parler avec Morgane. Morgane, c'est la cofondatrice de Plan Cash, un média justement féministe qui parle de finance. Alors première question, avant de revenir peut-être sur ton parcours et ce qui t'a amené jusque-là, pourquoi faire un média féministe pour parler de finance et pourquoi le nom de Plan Cash ? Alors, je commencerai déjà par dire que, effectivement, on a commencé en média, et c'est important, et c'est la raison de notre existence. Aujourd'hui, on ne se définit plus comme un média, mais comme une plateforme d'éducation. Okay. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a un véritable déficit d'information, pour commencer, auprès des femmes, sur les questions d'argent, de finances, d'investissement. Et donc, c'est vrai qu'il faut leur apporter cette information. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé comme un média, donc à travers une newsletter, et puis des contenus sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on est une plateforme d'éducation parce que la deuxième étape, après avoir informé les femmes, c'est de les former, c'est-à-dire de leur apprendre concrètement comment est-ce qu'on passe à l'action. Une fois qu'elles ont compris pourquoi c'était important pour elles de s'y atteler, concrètement, elles commencent par quoi ? Et pourquoi Plan Cash ? Parce que nous, on estime que la dernière révolution, en tout cas les derniers travaux des féministes ont beaucoup porté sur l'aspect sexuel, que ce soit la dénonciation des violences sexistes ou la liberté sexuelle des femmes. C'est le côté plan cul. Et maintenant, on se dit qu'après plan cul et plan cœur, il faut attaquer le plan cash. Ok, compris. J'avoue que j'avais trouvé, mais je voulais te relancer là-dessus. Écoute, c'est tout un programme qui a quand même réussi à réunir une communauté de 60 000 personnes déjà. C'est ça, 60 000. Donc c'est pas rien sur les différents réseaux sociaux. Vous avez formé plus de 2000 femmes. Plus de 3000 maintenant. 3000 ouais. Et sur la partie newsletter, vous êtes à combien d'abonnés ? 20 000. 20 000, voilà. Donc un programme qui a quand même trouvé son audience déjà. Alors comment est-ce qu'on arrive là ? C'est pas forcément hyper intuitif. En tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé de regarder ton parcours. Parce que tu commences finalement des études un petit peu générales, mais assez politiques. Je crois que tu fais d'abord une licence d'histoire, c'est ça ? C'est ça. Et après, sciences politiques, relations internationales, défense. C'est ça, exactement. Okay. Et donc, voilà, pas forcément des études de finance. Non. Et tu commences ta carrière, pour le coup, dans quelque chose d'assez politique, puisque tu commences ta carrière plutôt avec des ONG, Amnesty International. Raconte un peu ton début de carrière. C'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était déjà un esprit un petit peu de justice, mais plutôt international. Mm-hmm. Donc effectivement, j'ai fait des études... alors, ça n'a pas l'air intuitif comme ça, mais j'ai fait des études en défense et en affaires militaires. Okay. Parce que, à l'origine, je voulais travailler sur les terrains de guerre, mais côté humanitaire. Et je me disais que c'était compliqué pour moi de vouloir travailler dans cet environnement-là si je ne connaissais pas et je ne comprenais pas l'aspect militaire de la chose. Donc, j'ai fait des études en défense. J'ai effectivement commencé ma carrière chez Amnesty International, à l'ONU à Genève aussi. Je l'ai poursuivi chez Interpol, dont le siège international est à Lyon, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et avant de rentrer effectivement directement carrément dans l'armée, donc j'ai fait un contrat d'1 an dans la Marine nationale en tant qu'officier de la communication du porte-avions français. Ce qui m'a amenée sur des théâtres d'opération. Malheureusement, je me suis engagée juste avant, quelques mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Et donc, j'ai fait partie des missions en mer de représailles suite à ces attentats. Donc, c'était une période qui était quand même très, très chargée d'un point de vue politique, décisions politiques, intérieures et extérieures. Et effectivement, le retour au monde civil a été compliqué derrière. Waouh. Et du coup, on voit un engagement fort. Après, tu es parti en communication. C'est un skill set que tu avais, je pense, développé dans ces différentes missions que tu nous as décrites. Donc d'abord à Elan Edelman avant de rentrer dans l'écosystème startup, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors, en fait, j'avais travaillé dans l'environnement international, mais en m'occupant de missions. C'est-à-dire que mon cœur de métier, c'était la communication. Et c'est vrai que j'avais tout appris sur le tas, puisque moi, j'avais fait plutôt des études qui me permettaient de comprendre l'environnement et l'écosystème, mais pas forcément de comprendre ce métier-là en tant que tel. Et donc, c'est vrai que je suis rentrée en agence de com derrière en me disant que ce que j'avais appris sur le tas, j'allais peut-être pouvoir arriver un petit peu mieux à le théoriser et à raccrocher un peu les morceaux de ce que j'avais appris en autodidacte. Ok. Et à quel moment... Enfin, du coup, on sent quand même un engagement hyper fort chez toi. À quel moment tu te dis je vais entreprendre et je vais mettre mon engagement au service de finalement l'entrepreneuriat et d'une thématique qu'on va bien développer aujourd'hui, qui est la finance ? Le côté entrepreneuriat s'est imposé un peu de lui-même
En fait, tu vois, quand je t'ai décrit le début de mon parcours, c'était assez chaotique. C'est-à-dire que je suis passée d'un environnement assez stimulant à un autre. Et quand je suis arrivée dans le civil, tout de suite, les choses étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus plates. Et en fait, très vite, je me suis ennuyée. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'entrepreneuriat. C'est quand même un métier, enfin, on peut dire un métier, de faire de l'entrepreneuriat qui est... Tous les matins, on se lève, il y a des challenges différents, on a des problèmes différents, on doit faire appel à des compétences qu'on ne savait même pas qu'on avait. Et c'est ça qui me stimule. La partie engagement de cet entrepreneuriat, en fait, la question ne s'est même pas posée. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine que j'aurais pu entreprendre si ce n'était pas pour mener un projet qui avait un sens derrière, que ce soit de justice sociale ou de justice environnementale. Je suis pas certaine que j'aurais pu mobiliser les ressources pour le faire. L'aspect, pourquoi aujourd'hui Plancage, c'était quand financier, le déclic peut-être que ça, on va y venir comme ça. Alors, il est, en fait, il vient d'un sens un peu étrange. J'étais très douée pour négocier mon salaire. Vraiment, j'étais très douée pour ça. Et donc, je gagnais très bien ma vie. Mais derrière, j'étais beaucoup moins douée pour faire quelque chose d'intéressant de mon argent. J'ai commencé à donner des formations sur la négociation salariale à d'autres femmes, parce que je ne vais pas forcément m'étendre tout de suite sur les sujets, mais on sait très bien aujourd'hui que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Et donc, je me suis dit que ce que moi, je savais, ce que j'avais appris un peu aussi à faire, je pouvais très bien le partager. Et en fait, en donnant ces formations, je me suis rendu compte que les femmes en face de moi savaient pas forcément mieux que moi quoi faire de leur argent. On parlait de comment gagner de l'argent, mais on parlait jamais de qu'est-ce qu'on en faisait derrière. Comment est-ce qu'on le faisait travailler pour nous, ou qu'est-ce qui nous permettait de financer. Est-ce que ça permettait de financer des projets ou des objectifs. Voilà, on parlait juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et le déficit que j'avais moi d'information et de formation sur la partie investissement, je me suis dit que, par la preuve que j'étais pas du tout la seule à l'avoir, ce déficit, et que donc du coup fallait y aller. Ok. Et le projet initialement, c'est toi et Léa Lejeune, c'est ça? Alors Léa Léa, qui est mon associée, elle a un parcours différent. Elle était journaliste économique pendant plus de 12 ans pour des grands noms français. Le dernier en date, c'était Challenge. Et elle s'occupait des sujets économie, féminisme, start-up, innovation. Okay. Donc, elle connaît très bien cet écosystème-là et ces questions-là aussi. Donc, elle est arrivée à peu près au même constat que moi. La différence, c'est que moi, j'avais abordé la question par l'aspect formation. Ouais. Donc le concret. Et Léa l'avait abordé d'abord par l'aspect informationnel. Étant journaliste, c'était naturel pour elle. Et donc elle avait d'abord lancé le média, la partie média de Plancage, donc une newsletter, les réseaux sociaux. Moi, la partie, alors ça s'appelait pas Plancage de mon côté, mais la partie plateforme de formation. Donc j'avais déjà commencé à former plusieurs centaines de femmes sur des sujets financiers. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on partageait la même mission et que c'était peut-être plus intelligent de s'allier pour avoir une offre complète plutôt que de faire chacune les choses dans notre coin et puis à terme finir par être éventuellement concurrente. Ok, donc chacun d'abord en fait avait son projet entrepreneurial, solopreneur. Exactement. Et là vous êtes rencontrés. À quel moment c'était la rencontre et la création du Plancage qu'on connaît aujourd'hui? La prise de contact, elle est de décembre 2021. On décide très rapidement de travailler ensemble, en fait. En janvier 2022, on décide de travailler ensemble. Donc, on travaille d'abord en sous-marin, toutes les deux, pour se tester aussi l'une l'autre. Parce sur de la création de contenu. Exactement, création de contenu, création de formation. Aussi parce que quand on s'associe, on entend tellement d'histoires d'associés qui, finalement... arrivent pas des fois, c'est même pas des questions personnelles, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Et nous, on voulait régler cette question avant de faire quoi que ce soit. Donc, on travaille en sous-marin quelques mois. Et on officialise notre partenariat de mémoire, quelque chose comme avril ou mai 2022. Ok, c'est marrant. C'est la même histoire avec mon associé. On s'est dit, on fait une phase de test, on essaie de travailler ensemble quelques semaines. Et on n'a toujours pas débriefé. On n'a toujours pas fait le débrief. Nous, on a débriefé pour l'officialisation et la création de la structure. Ça s'est fait juridiquement, mais c'est marrant. Ok, écoute, hyper intéressant. En tout cas, la mission sur laquelle vous êtes, elle est passionnante. Je vais revenir peut-être à ma première question sur Plancage. Du coup, Plancage, c'est quand même un média qui assume être un média féministe, qui parle d'argent. Du coup, moi, la question que je me suis posée en me disant ça, c'est est-ce que les médias dits traditionnels sont au contraire masculinistes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont genrés eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont neutres? Enfin, pourquoi du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin de genrer en fait l'information financière et la formation du coup? Alors les médias sont évidemment genrés
et notamment sur cette question-là, aujourd'hui, tu as 3 types de médias, on va dire, qui vont parler d'argent. Tu as les médias plutôt économiques. Donc là, ça va être des choses parfois un peu complexes, des chiffres, etc. Bon, ça, c'est accessible ou non, peu importe ton genre, finalement. Ensuite, tu vas avoir des médias qui sont plutôt estampillés masculins. Et ces médias-là, quand ils vont parler d'argent, et il y a des études qui ont été faites dessus, 72% des articles dans ces médias masculins qui vont parler d'argent, c'est pour parler de rendement, de rentabilité, de la dernière application, de crypto, etc., de la bourse, en bref. Donc, on est vraiment sur un aspect d'investissement, okay. Comment tu fais en sorte que ton argent travaille pour toi, te rapporte et fasse grossir ton patrimoine. Et à contrario, les médias qui sont estampillés féminins, 90% des articles de ces médias-là, quand ils vont parler d'argent, ça va être pour parler de comment est-ce que tu réduis ton budget, comment est-ce que tu profites des soldes pour faire des économies. Et en fait, tous ces médias-là vont du coup placer les femmes plutôt dans une posture de culpabilité. En fait, ce qu'on leur dit, c'est t'es pas assez bonne pour gérer ton argent, on va te dire comment mieux faire. Et donc, il n'y a pas du tout ce côté derrière d'aller au-delà. Voilà. Et ça, c'est vraiment flagrant. Je te propose d'ouvrir un magazine masculin et puis un Glamour ou que sais-je, et tu verras, c'est évident. Et c'est à ça qu'on a voulu s'attaquer. Bien. Exactement. Voilà. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Moi, je suis allé aussi faire mes devoirs parce que l'idée aussi de cet échange, c'était d'aller un petit peu au-delà de on dit, il paraît que, souvent, mais plutôt de s'appuyer aussi sur des données et voir un petit peu si les stéréotypes se vérifient. Donc, je suis parti d'une étude Ipsos de mars 2023, donc plutôt récente et assez sérieuse. Et on retrouve effectivement des comportements que tu as déjà décrits. Donc, première chose, avant de parler d'investissement, quand on parle d'épargne, ce qu'on oublie déjà dans un premier temps, c'est qu'il faut déjà se la constituer, cette épargne. Et se la constituer, c'est la gestion du budget. Et sur cette question, pour le coup, de ce que j'ai vu, là pour une fois, je triche avec mes notes, mais c'est que les femmes sont effectivement plutôt meilleures élèves que les hommes. C'est à peu près équivalent finalement, mais plutôt meilleures élèves que les hommes sur la gestion du budget. Donc si je cite le chiffre, donc les femmes épargnent plus, 31% contre 29% des hommes. Les femmes gèrent mieux leurs finances, ou en tout cas sont plus soucieuses de leurs finances. 90% des femmes consultent leurs comptes de manière hebdomadaire contre 86% des hommes. Et 80% des femmes connaissent leurs entrées et sorties et également la fiscalité associée. Donc plutôt des très bons chiffres même sur cette notion d'épargne. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez et ça rejoint un petit peu ce que tu me disais là sur la gestion des soldes, la gestion du budget ? Alors déjà, ça s'explique de manière assez simple aussi, c'est que c'est par l'histoire. C'est-à-dire que les femmes ont toujours, on a tendance à l'oublier, mais les femmes ont toujours eu les cordons de la bourse dans le foyer. Même quand elles n'étaient pas rémunérées pour leur travail, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais elles n'étaient pas rémunérées. Même quand c'était seulement l'homme qui rapportait l'argent, c'était les femmes qui géraient les bourses de la maison. Et c'est toujours le cas dans beaucoup de sociétés. Donc il y a aussi un aspect historique de pourquoi les femmes, effectivement, sont meilleures sur ces questions-là. Oui, ça se retrouve avec un petit un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, les femmes gèrent plus les budgets familiaux, c'est toujours le cas, notamment lorsque les budgets sont faibles. À partir du moment où l'argent rentre dans le foyer, c'est les hommes qui en sont en charge. Wow. Les femmes, en fait, sont toujours mises dans cette posture de comment trouver, et d'ailleurs c'est intéressant, tu parlais, elles sont plus au courant de la fiscalité. En fait, les femmes sont toujours dans cette posture de comment est-ce que je vais faire en sorte de rentrer dans le budget du mois, comment je fais en sorte de gagner 1 euro par-ci, 1 euro par-là, mais aussi parce que c'est ce qu'on leur apprend à faire. Tu vois, ce que j'ai sur les médias qui leur parlent, c'est comment est-ce que je fais des économies, je profite des soldes, etc. Parce qu'il y a toujours cette question de la culpabilité qui est mise sur les femmes, sur la gestion de leur argent. Et ça se vérifie aussi. Moi, j'adore parler de la pop culture pour expliquer ça. Cette culpabilité sur le budget, qui fait que les femmes essayent de s'y mettre. La pop culture, aujourd'hui, dans plein de séries, plein de films, tu as des personnages féminins. T'as un exemple en tête, là? Mais j'en ai plein des exemples. Alors, le plus connu, ce qui parle à beaucoup de monde, alors surtout de ma génération, c'est Carrie Bradshaw dans Sex and the City, qui est le personnage qu'on est toutes censées vouloir être, parce que c'est le personnage principal, qui est une catastrophe avec son budget. Elle dépense tout son argent dans des chaussures et elle ne peut pas acheter son appartement, par exemple. Voilà, c'est des figures qu'on voit tout le temps en tant que femmes et qui nous éduquent à nous dire, OK, les femmes, on ne sait pas gérer l'argent tiens, ce média-là m'apprend comment je vais tirer le moindre euro, etc. Et donc voilà, donc ça, c'est des postures que tu retrouves beaucoup, notamment dans les foyers à faible revenu. Voilà, exactement. Mais dès que l'argent rentre, parce que justement, quand l'argent rentre, il va permettre de faire des achats plus gros.
la maison, la voiture, etc. Donc là, ça devient un marqueur social qui est plus intéressant. Et donc, c'est l'homme qui va reprendre plus facilement la main dessus. Je retrouvais effectivement même dans les dépenses, c'est-à-dire que les dépenses courantes sont assurées par les femmes et les dépenses exceptionnelles et un peu importantes sont plutôt assurées par les hommes. Ça, c'est Titu Lecoq qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui a sorti un livre sur le sujet. Elle appelle ça la théorie du pot de yaourt. C'est effectivement, les femmes vont plutôt faire les achats, les courses, en fait, au supermarché, etc., alors que les hommes vont plutôt faire les gros achats, notamment ceux qui nécessitent souvent de prendre un crédit. Mais à la fin, quand il y a malheureusement séparation, ce qui arrive aussi beaucoup dans notre société, les hommes, du coup, ont la preuve de leur investissement financier, de leur achat, donc notamment les factures ou les grosses factures, ce qu'on garde en général pour les gros achats. Et pas les pots de yaourt. Et pas les fameux pots de yaourt, parce qu'on ne garde pas tous les tickets de caisse du supermarché. Ok, compris. Ouais, donc il y a un gros enjeu là-dessus. Du coup, vous l'abordez. Enfin, comment est-ce que, avant de parler d'investissement, comment est-ce que vous abordez, enfin, déjà sur cette thématique-là du budget, et comment est-ce que vous abordez ça, et comment est-ce qu'on peut changer un peu les choses? Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est un chiffre que tu as, mais on parlait de l'épargne. En fait, les femmes gardent leur argent sur un compte courant ou sur un livret A. Donc, tu vois, déjà, en fait, parce qu'il y a aussi ce truc de je ne sais pas quoi en faire, je le garde pour le budget, comme on me dit que je ne suis pas bonne à gérer l'argent, je préfère l'avoir en cas d'urgence, etc. Et donc, en fait, il y a déjà un premier travail à faire là-dessus, c'est-à-dire donner un cadre, des règles, en fait, d'épargne et de budget pour que les femmes comprennent à partir de quel moment elles sont bien en termes de budget et elles peuvent passer à l'étape suivante, qui est du coup de l'investir et de les faire travailler, etc. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est quand même que, et là, parce qu'on parle beaucoup d'investissement, mais il ne faut pas oublier qu'investir, ça veut dire qu'effectivement, on a déjà les ressources, la rentrée d'argent et l'épargne possible. Il y a beaucoup de foyers, notamment de femmes, qui sont dans des foyers économiquement en difficulté. Ce sont les femmes sont les personnes les plus pauvres en France. Et donc, sur la question du budget, il y a aussi apporter des clés à ces femmes-là pour leur faire comprendre que même si c'est 10 € par mois qu'éventuellement elles arrivent à mettre de côté pour se constituer une petite épargne, c'est aussi possible pour elles. Parce qu'en fait, on a cette sensation que quand on est toujours en train de tirer sur le bout de ficelle et que, tu vois, ce fameux pot de yaourt, on a du mal à l'acheter à la fin du mois, clairement, la question de l'investissement ou même de l'épargne, ne serait-ce que l'épargne de secours ou quoi que ce soit, c'est une question qu'on ne se pose même pas. Et donc, nous, notre travail, c'est aussi d'apporter des clés à ces personnes-là pour aussi les faire rentrer dans le jeu et que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes, hommes ou femmes, qui puissent tirer leur épingle du jeu. Ok, donc sensibiliser à démarrer déjà dès très petit, une épargne peut-être plus régulière aussi, j'imagine. Oui, et leur faire comprendre qu'effectivement, alors ça dépend des produits, ça dépend de ta stratégie. Et parfois, tu dois avoir un capital qui est de quelques centaines d'euros. Pour ces femmes-là, ça peut être compliqué de le constituer, mais que si au bout de quelques mois, éventuellement, elles ont réussi, après, tu peux faire des investissements à partir, alors encore une fois, ça dépend dans quoi tu investis, mais 10 € ou 50 €. Et ça, si tu leur donnes un petit peu des informations et les bonnes règles, éventuellement, elles vont pouvoir le mettre en place. Ok, je comprends. Bon, sur la partie investissement, moi, ce que je retrouve beaucoup, donc nous, on a des clients femmes et hommes, ce que je retrouve beaucoup aussi, c'est une question de confiance en soi, en fait. Et que souvent, ça, pour le coup, c'est un témoignage qualitatif, mais très souvent, les femmes vont démarrer leur conversation avec moi en me disant « j'y connais rien ». Y compris si elles ont un bac+5 d'une des plus grandes écoles de commerce françaises où elles ont étudié de la finance, elles vont démarrer la conversation par « je connais rien ». Alors qu'un homme qui a une qualification 2 fois inférieure ne me dira pas forcément ça. Et ça, je le retrouve aussi. Donc, je donne 2-3 chiffres. En gros, les hommes disent à 50% savoir bien de quoi il s'agit quand il s'agit d'un PEA, 35% quand il s'agit d'une SICAV, et les femmes, c'est là, il y a carrément 20 points d'écart à peu près pour les deux. Donc, c'est un écart qui est énorme. C'est-à-dire que sur les autres chiffres qu'on a donnés, il y avait un léger avantage aux femmes. Mais bon, grosso modo, c'était des statistiques finalement assez équivalentes. Là, il y a un écart énorme. Et je trouve ça intéressant d'avoir ton avis là-dessus sur est-ce que c'est vraiment un déficit d'information ou est-ce que c'est un déficit de confiance en soi ou est-ce que c'est les deux? C'est un petit peu les deux, en vérité. Alors, je suis pas certaine que, tu le dis toi-même, je suis pas certaine que les hommes, forcément, parfois plus de connaissances. J'imagine que si elles viennent te voir, c'est aussi qu'elles sont déjà dans une démarche. Donc, en fait, elles n'ont pas forcément moins de connaissances que d'autres personnes. Par contre, effectivement, il y a une question de déficit de confiance. Là où je mets un petit bémol, c'est que ce déficit de confiance, il n'est pas du tout naturel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, il est construit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'études sur le sujet, et je pourrais t'en envoyer si ça t'intéresse. Avec plaisir. Les hommes, même quand... en fait,
On les éduque je suis désolée, on éduque les hommes à croire que le monde n'attend qu'eux. Et c'est vrai, le monde n'attend que nous, hein, mais on les éduque à croire que le monde n'attend qu'eux. Et donc, même s'ils ne sont pas prêts, en fait, ils y vont. Et ça se retrouve sur plein de domaines. Là, on parle des finances, mais dans le monde professionnel, enfin, sur plein de choses, ça se retrouve. Alors que les femmes, en fait, on les éduque, tu vois, plutôt à être plutôt attentive, à être douce, à pas prendre trop de risques, pas sauter dans les flaques d'eau, tu vois, quand t'es petite, etc. Et donc, du coup, il y a ce côté de vouloir se préparer à tout prix, être prête au maximum avant de vouloir faire quelque chose. Ce fameux syndrome un peu de la bonne élève, tu vois. Et donc, voilà. Donc, effectivement, tout ça crée un déficit de confiance, mais qui n'est pas du tout naturel, qui est entièrement construit. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est... moi, j'étais partie du même postulat. En fait, quand j'ai commencé les formations, je m'étais dit aussi, parce que je connaissais les chiffres, et c'est ce que tu retrouves partout dans les médias, les femmes n'ont pas confiance, etc. Donc, je m'étais dit, en fait, leur premier frein, ça va être ça. Ça va être qu'elles ne vont pas avoir assez confiance en elles pour se lancer, etc. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus dans les formations, on va faire une formation que sur ça, etc. Aujourd'hui, j'ai eu plus de 3000 femmes qui ont suivi nos formations. Chacune de ces femmes, avant une formation, on leur pose des questions. Et notamment, sur le sujet qu'on va aborder, on leur dit quelle est ta principale problématique ? Quel est ton principal frein pour te lancer là-dessus ? Et donc, on a toute une série de propositions de réponses pour qu'on puisse aussi, derrière, exploiter les données. Et donc, il y a toujours une des propositions de réponse qui est sur la question de la confiance. Et bien, en fait, c'est extrêmement minoritaire comme réponse. La plupart du temps, les femmes qu'on accompagne, elles nous disent toutes je ne sais pas par où commencer de manière très concrète. Mais d'ailleurs, moi, regarde la manière dont je l'ai abordé. Je l'ai abordé par vois très bien de quoi il s'agit. Donc, pas par le prisme de la confiance. C'est plutôt mon interprétation. Ouais. Et tu vois, encore hier, j'ai eu un call, pareil, bac plus 5, bien éduqué, eu la chance d'être formé, etc. Commence le call, Marie, avocat fiscaliste. Hein. Donc, elle l'a associé pour le coup à son constat. On n'y connaît rien. Donc, un avocat fiscaliste et une bac plus 5, et ça démarre comme ça. Mais je pense effectivement, peut-être que c'est là que t'allais venir, que finalement, une bonne manière d'avoir confiance, c'est de se former. Ah, mais complètement. Absolument. Et en fait, de faire les choses. Parce que tu peux te former et puis finalement pas passer à l'action. Et je suis pas certaine que ta confiance en toi changera énormément. Mais par contre, si tu allies la formation et derrière le passage à l'action, le fait de faire les choses et d'apprendre pendant que tu fais les choses. Parce que tu fais une formation, ça reste très théorique. Tu vois, on t'apprend par où commencer, quels outils tu peux utiliser, comment tu vas suivre, etc. Comment tu calcules. Très bien. Mais si tu fais pas les choses, en fait, tu te les appropries pas. Et finalement, ta confiance, soit elle stagne, soit elle redescend. Et du coup, vous, en matière d'investissement, c'est quoi la première formation ? Donc, si je coche cette case, je suis dans le cas qu'on vient d'évoquer, par quoi je commence ? Alors, si vraiment tu penses que tu n'as pas confiance en toi et que tu ne connais pas, la première formation, ça va être peu importe si je n'ai pas confiance en moi, ou en tout cas si je me considère, je ne sais pas ce que c'est qu'une SICAV, je ne sais pas ce que c'est qu'un PEA, bref, je connais rien. À raison ou à tort. Les bases de l'investissement. Okay. On a une formation, c'est les bases de l'investissement. Okay. Donc, on va te réexpliquer un petit peu, tu vois, comment est-ce que tu fais un budget, comment est-ce que tu fais une épargne, sans forcément rentrer dans de l'ultra détail, de toutes les petits tips, etc. Ça, tu veux l'approfondir, on en a une autre, quoi, à part. Ouais. Hein. Mais vraiment, on va commencer, ok. En fait, pour investir, déjà, on va te dire que pour investir, c'est bien, mais tu veux investir pourquoi ? Les femmes fonctionnent beaucoup, il faut le savoir, fonctionnent beaucoup au projet, à l'objectif. C'est-à-dire qu'elles vont beaucoup nous dire « Ah c'est vrai que moi, j'aimerais bien investir, c'est pour acheter ma RP, c'est pour préparer ma retraite, c'est pour constituer un patrimoine que je vais pouvoir transmettre à mes enfants ou payer les études de mes enfants. » Tu vois ? Et en fait, quand tu arrives à les projeter dans un objectif, tout de suite, les choses deviennent beaucoup plus claires pour elles. Donc, du coup, on va travailler avec elles justement sur cet aspect-là. Et on leur offre ensuite un panorama en leur disant, voilà, en fonction de ta stratégie, ton timing, etc. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus profond et plus concret. Mais quand même, on balaye l'ensemble, on reprend les bases. Ok. Je pense que c'est intéressant, effectivement, pour tout le monde. Hein, d'ailleurs, ces notions d'objectifs, ça permet de relativiser pas mal de choses. Je pense que les hommes ont aussi des biais en matière d'investissement et justement des biais sur la performance. Exactement. À surpondérer la performance court terme et ça fait pas mal d'erreurs aussi. Je sais de quoi je parle. Mais c'est vrai, mais en fait, c'est intéressant. Tu vois, on a des hommes qui... parce que alors, on est estampillé pour les femmes, mais on est complètement mixte. Hein, je veux dire, n'importe quel homme ou personne non binaire. N'importe qui. Combien d'hommes ont suivi vos formations ?
Alors, sur les formations, de mémoire, on est à 93 versus 7%. Ah, c'est énorme, ouais. Donc, 7% d'hommes. Okay. Par rapport à votre discours, c'est énorme. Voilà. Mais en fait, c'est juste que nous, on sait que les femmes, elles ont affaire à des biais différents, à des obstacles différents. Notamment parce que quand tu fais de l'investissement, il y a l'outil technique via lequel tu investis, mais souvent, peut-être tu as besoin d'un crédit à la banque si tu veux faire de l'immobilier, etc. Donc, il y a aussi une personne en face, ou quand tu négocies ton salaire, tu as une personne en face. Cette personne, elle a ses propres biais. Et donc, en tant que femme, tu vas avoir affaire à des obstacles qui ne sont pas les mêmes que si tu es un homme. Donc, on travaille sur ces choses-là aussi et on leur explique que ça peut leur arriver et qu'elles ont plutôt intérêt à être du coup préparées le jour où ça arrivera et en mettant en place un certain nombre de stratégies. Mais c'est intéressant effectivement ce que tu dis. Nous on parle beaucoup des femmes et de leurs obstacles. Les femmes, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation, et on leur dit qu'il faut surtout pas parler d'argent. Aujourd'hui, une femme qui parle d'argent, c'est vulgaire, tu vois. C'est mais vraiment, elle veut se trouver un mari riche pour dépenser son argent, ou vraiment, elle est superficielle. Enfin, tu vois, c'est tous ces adjectifs-là qui sont associés aux femmes qui parlent d'argent, la croqueuse des diamants. Et les hommes, c'est différent. Je sais pas qui j'envie. Très honnêtement, je sais pas pour qui c'est le plus simple. Et les hommes vont avoir tu disais de performance. En fait, il y a cette attente sociale. Un homme est censé, je mets des gros guillemets, est censé réussir financièrement, socialement, avoir la belle voiture, avoir l'ordinateur dernier cri ou le téléphone, avoir la montre, le costard, etc. Au risque, du coup, d'être inversement mis au banc un petit peu social s'il correspond pas à cet idéal-là. Honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment mieux. Non, je pense qu'on a tous des biais culturels. Ça marche dans les deux sens. Du coup, pour reprendre sur notre sujet des femmes et d'utiliser cette trame un petit peu statistique, ce que j'ai noté, du coup, c'est effectivement le premier point, c'était les connaissances. Donc là où on voyait des vrais écarts, en tout cas dans la perception de la connaissance, t'en as dit quelques mots. Les trois autres sujets sur lesquels il y avait vraiment des écarts aussi statistiques et donc de performance, c'est l'expérience. Donc ça, c'est le côté passé à l'action. Donc 85% des femmes n'investissent pas en bourse, contre 69% des hommes. Donc là encore, des écarts de plus de 10 points. L'appétence au risque. Donc là, je pense que t'en as dit quelque chose. 53% des femmes ne souhaitent pas prendre de risques avec leur argent. Là, c'est clair. Et après, il va falloir définir ce que c'est que le risque. Nous, ça, c'est un gros enjeu, en fait, pour nous. C'est-à-dire que le risque perçu et le risque réel, c'est des choses très différentes. Ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Et juste pour que les gens aient le cadre général, le dernier point, c'est la négociation dans la sphère professionnelle. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Donc, si je récapitule, connaissance, expérience, appétence au risque, négociation dans la sphère professionnelle. Donc pour toi, c'est lequel qui est le plus problématique, en fait? En fait, ils sont tous liés. Ils sont tous liés parce que si tu reprends le fil, les femmes ont moins de patrimoine. C'est un fait aujourd'hui. Dans le monde, les femmes ont moins de patrimoine. Donc on part déjà, je fais des généralités évidemment, on part déjà avec un bagage handicapant. Donc on a moins d'argent à investir, on gagne moins d'argent. Alors là, il pourrait y avoir tout un tas de débats sur comment calculer les inégalités salariales, mais accordons-nous sur le fait que les femmes gagnent moins d'argent. Donc, tu vois, ça poursuit. Voilà. Donc, on a déjà moins d'argent à investir. Donc, forcément, tu vois, sur la question de prise de risque, plus tu as d'argent et plus tu peux prendre des risques, en fait, parce que tu peux aussi mieux équilibrer tes investissements, ton portefeuille. Et donc, par exemple, si tu as une partie qui est très équilibrée, de l'autre côté, tu peux y aller à fond pour le risque. Forcément, si tu as moins d'argent à investir, voilà, tu vas peut-être être moins enclin à faire ça. Et puis, comme je disais, les femmes investissent aussi pour des objectifs. Et ces objectifs qu'elles veulent voir se réaliser. Elles ne veulent pas investir juste pour générer de l'argent. Donc, tu vois, les femmes se retrouvent beaucoup moins dans le côté gros risque, gros rendement. Ce n'est pas un truc qui va leur parler parce que elles veulent voir leur projet à venir, quoi. De manière générale, bien sûr. Donc, tout ça est vraiment lié. Et moi, je pense que... Est-ce que là, sur le risque, est-ce que là, c'est pas une question d'éducation, typiquement? Parce que, par exemple, mais c'est évident. Ton risque à 10 ans en bourse est très faible. En fait, la question, c'est la durée. Mais bien sûr. Mais en fait, tout est toujours une question d'éducation. Mais tu vois, la question du risque, de manière générale, on a tendance à dire que les femmes prennent moins de risques que les hommes. Mais ça, c'est faux déjà pour commencer. C'est faux, c'est juste qu'on envisage la prise de risque par des prismes qui sont principalement masculins. En fait,
Aujourd'hui, si on te parle de risque, à quoi on va penser? On va penser au risque financier, que ce soit par ton travail ou par ton investissement. On va penser au risque sportif ou au risque, tu vois, tout ce qui est la conduite, etc. Ce qu'on passe aussi au sport. Mais en fait, les femmes prennent des risques sur d'autres aspects. Les femmes font des sports qui sont risqués. C'est juste qu'ils ne sont pas considérés comme tels parce qu'ils sont faits par des femmes. Tu vois, je pense par exemple à l'équitation. Il y a beaucoup de femmes qui font de l'équitation. C'est un sport qui est risqué. Je veux dire que moi, j'ai fini à l'hôpital plus d'une fois en faisant ce sport-là. Et pourtant, c'est perçu moins risqué que de faire du motocross, par exemple. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, on éduque aussi les gens à penser que ce que font les femmes, c'est pas risqué. Et donc, elles-mêmes, en fait, elles intériorisent ces enseignements-là. Et donc, elles se disent, le risque, c'est pas pour moi. Moi, je veux un truc safe, etc., etc. Donc, oui, évidemment, l'éducation a un énorme rôle à jouer. Ok. Et donc sur la négociation, qui avait l'air d'être ta première finalement ton point de départ en termes de formation et dans cette aventure, qu'est-ce qui se passe là? De quoi il en retourne finalement? Alors, il y a négociation salariale. En fait, il y a quand même un débat sur ce sujet-là. Tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais une étude A qui dit A, tu as toujours une étude B qui va dire B. Donc, tu vas avoir des personnes, même des chercheurs, des chercheuses, qui vont te dire en fait, les femmes ne demandent pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes, en tout cas dans leur premier emploi, elles vont moins facilement demander, par exemple, un plus haut salaire. Enfin, elles vont moins négocier leur premier salaire, etc. Il y a une chercheuse qui s'appelle Linda Babcock qui a travaillé sur ce sujet-là. Elle a écrit un livre et elle a fait des recherches dessus. C'est passionnant. Et elle s'est rendue compte que... son livre, d'ailleurs, je crois, s'appelle « Women Don't Ask » ou un truc comme ça. Et donc, c'est tout son sujet de travail, c'est pourquoi les femmes ne demandent pas. Mais en fait, la question à se poser, c'est pas tellement est-ce que les femmes demandent autant que les hommes à une négociation salariale ou pas, c'est plutôt pourquoi. Aujourd'hui, les hommes demandent plus souvent, demandent plus tôt et demandent plus haut. Est-ce que c'est pas par rapport à cette attente sociale dont tu parlais tout à l'heure? Voilà, alors... Encore une fois, il y a tout un tas de... Vraiment, les fils, il y en a plein. Il y a évidemment l'histoire des attentes. Les femmes ne sont pas censées parler d'argent. Il y a toute la question des médias. Je te parlais de la pop culture tout à l'heure. Donc, évidemment, il y a tout un conditionnement qui fait que... En plus de ça, il y a aussi des... En fait, on sait... Quand tu rentres sur le marché du travail, tu as la vingtaine. Tu commences à avoir un petit peu d'expérience quand même derrière toi des relations dans la société. En fait, en tant que femme, de manière inconsciente, on sait très bien que quand on va chercher des choses... En fait, c'est un coût social. C'est-à-dire, ça s'appelle comme ça s'appelle le coût social de la négociation. Aujourd'hui, quelqu'un, un recruteur ou un RH, un manager, qui est en face d'une femme qui négocie son salaire, va avoir moins envie de travailler avec elle que si c'est un homme qui négocie son salaire. Une femme qui négocie son salaire, elle est perçue comme 30% plus autoritaire par la personne qui est en face, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Même si le RH est une femme, elle va percevoir cette femme-là comme trop autoritaire. Et ça, de manière inconsciente, on le sait. On sait qu'en fait, négocier notre salaire, ça va avoir un coût. On sait qu'éventuellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas être recruté. Parce que les gens vont penser que, je suis désolée du langage, on est trop chiante. Voilà. Donc oui, ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, ce qu'on fait dans notre formation, c'est d'expliquer aux femmes. Dans notre formation, négocier son salaire, elle commence pendant 20 minutes. Je pense qu'aux 20 minutes, tu as envie de tout arrêter parce qu'en fait, on explique pendant 20 minutes tous les biais comme ça que les femmes vont rencontrer, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où tu as une autre personne en face... Tu l'as dit en intro, tu as toujours très bien négocié. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu étais différente? C'est l'éducation. En fait, moi, j'ai eu une mère qui m'a... Alors peut-être un peu trop, mais qui a passé toute mon enfance à me pousser, à être toujours la meilleure. T'as eu 18 sur 20, ok, mais combien avait la première, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai eu quelqu'un derrière... Ou le premier. Alors, il s'avère qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai 2 filles premières de notre classe, donc c'était toujours la première. Mais encore une fois, c'est l'éducation. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a poussée toute ma vie à vouloir aller plus loin, etc. Donc, c'est pas quelque chose que tu as développé, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, quoi. Complètement, j'ai toujours été... peut-être un peu compétitive, même dans l'aspect au niveau de mes études, et donc ça s'est transmis dans mon travail. D'ailleurs, ça m'a joué des tours et des mauvais tours, mais du coup, j'ai jamais eu trop de mal à demander ce que je voulais. Et aussi, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient en dehors. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, je digresse un peu, mais c'est un truc qu'on comprend pas forcément. Mais négocier son salaire, ça commence pas seulement quand on prépare sa négociation salariale, ça commence par son image sociale et son image publique. Et en fait, ça, c'est un truc que moi j'ai compris très vite.
Tu vois, c'est ton profil LinkedIn, c'est construire une expertise sur quelque chose, c'est faire des papiers d'opinion dans des médias le Huffington Post ou les Échos, etc. En fait, c'est exister avant même que l'employeur il sache que tu existes. Et ça, moi, j'ai compris très vite. Et en plus de ça, comment dire, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça augmente ta confiance en toi, etc. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. C'est ça, je pense, une des différences, ça a été ça. Ça, c'est un conseil actionnable pour le coup. Complètement. Et après, si je dois être totalement honnête, la première fois où j'ai remarqué que ma négociation salariale avait fonctionné, c'était complètement par hasard et par erreur. En fait, j'ai demandé un chiffre qui était 10 000 € plus haut que le chiffre que j'avais préparé. Et l'employeur a accepté. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tu peux y aller, quoi. C'est à partir du moment où tu t'es préparé, que voilà. C'est dingue, ouais. 10 000 €, c'est pas rien, ouais. Surtout en début de carrière, je pense que Et sachant que le chiffre que je voulais demander était déjà un chiffre au-dessus. Voilà, c'était déjà au-dessus de ce que je gagnais, j'avais déjà préparé mon truc, etc., quoi. C'est juste que je l'ai augmenté de 10K, quoi. Tu as dû réduire ton préavis, j'imagine. Mais en fait, surtout quand je suis rentrée chez moi et que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, et, tu sais, il y a ce truc où t'as l'adrénaline, mais a posteriori, tu vois, t'as une montée d'adrénaline, genre, oh, j'ai osé faire ça. Voilà. Et 2 jours après, quand le mec t'appelle et te dit, bon, ok, c'est bon, et puis on vous prend au salaire que vous avez demandé. Et ça, c'est d'ailleurs une leçon, c'est si on vous prend au salaire que vous avez demandé, c'est que vous auriez pu demander plus. Bon, il y a bien un moment où il faut qu'on se tape dans la main, quand même. Oui, mais si tu demandes un petit peu plus, en fait, si tu demandes un peu plus que ce que l'employeur est prêt à te payer, il va te négocier. Alors après, là, on commence à partir vraiment très loin, mais dans ta préparation salariale, tu es quand même censé savoir à peu près quelle est la fourchette dans laquelle l'employeur veut recruter et pas taper. Si l'employeur veut recruter à peu près entre 50 et 70 et que tu demandes 120, il y a peu de chances que l'employeur négocie avec toi parce qu'il va se dire aussi que tu n'as pas bien fait tes recherches ou que tu es complètement à côté de la plaque. Par contre, si tu demandes 75 et qu'il était prêt à mettre entre 50 et 70, il ne va pas te dire non pour 5K. Soit il va négocier, soit il va te prendre. Ouais. Okay. Donc, juste, moi, ça m'intéresse et je trouve ça vraiment intéressant, cette notion du budget et de capacité à épargner. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans 90% des sujets, on est riche par rapport à ce qu'on gagne, pas en finance. En finance, on est riche par rapport à ce qu'on a. Heureusement que tu as fini ta phrase parce que j'allais dire avant. non, mais souvent tu dis il est riche, il gagne tant. Elle est riche, elle gagne tant. En revanche, tu entends rarement dans la vie courante, elle est riche, elle l'attend, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas. Donc le fait d'avoir des revenus, c'est déjà quand même un bon point de départ. Et après, bon, ça donne lieu à plein d'autres. Ouais, parce que moi, j'ai envie de te dire, pas forcément, parce qu'il y a quand même un dicton et ça se retrouve. Alors, je sais pas s'il y a des études dessus, mais ça se trouve en tout cas par empirisme. La bonne paye fait pas. Alors, je dis là, parce que moi, je traite beaucoup avec des femmes, mais la bonne paye fait pas la bonne gestionnaire. On a vu des personnes gagner 3 000 à 4 000 € net par mois et en fait être incapables à la fin du mois d'épargner parce que c'est des personnes qui n'ont pas appris en fait à épargner et qui n'ont pas appris surtout que quand ton salaire augmente, t'es pas forcément censé augmenter ton train de vie de la même manière. Donc moi je vois que c'est pas toujours le cas. Parfois on a des personnes avec des plus petits salaires qui arrivent beaucoup mieux à gérer un budget et à épargner. Mais ta mauvaise gestionnaire en l'occurrence, souvent elle aime, dans ses comportements de consommation, et ça c'est un truc que j'ai vraiment vu, elle est habituée du coup quand elle commence à gagner bien sa vie, en fait à être bien traitée. C'est-à-dire que elle va dans un tu vois, au bon marché qui est à côté de nous aujourd'hui, elle est bien traitée quoi. Et c'est vrai que quand elle va s'occuper de son argent, souvent elle se retrouve à la banque du coin avec un service de base qui est pas du tout incitatif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ça c'est un écart que nous on a vraiment marqué. C'est pas l'objectif de faire une promotion ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé et qui a participé à la construction de ce qu'on fait. C'est de dire qu'en fait, nous, on est dans un secteur où il y a des gens qui sont habitués à être bien traités et qui sont super mal traités. Et en fait, ce qui va les motiver, ces mauvais gestionnaires, c'est 2 choses. C'est effectivement d'avoir un vrai objectif. Un objectif qui est pour le coup, tu vois, si tu gagnes un peu bien ta vie et tout, tu as envie d'avoir un vrai objectif en termes financiers. Et c'est le service. Ouais. C'est cette association des deux qui va être ton trigger, qui va te faire vouloir faire cet effort d'épargne, je pense, non? Ouais. C'est vrai que nous, ce qu'on a remarqué, on avait fait un petit sondage. Ce qu'on avait remarqué, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que la plupart, et je pense que pas que les femmes, je pense que c'est les hommes aussi. Ah oui, complètement. Mais en fait, souvent, on est dans la même banque à laquelle on était quand nos parents nous ont inscrits quand on avait 15 ans, qui nous ont ouvert notre premier compte. Tu vas faire 400 € pour ta mention. Voilà, exactement, si tu as de la chance. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, le banquier en face,
lui, il va essayer de nous vendre des choses qui ne sont pas forcément faites pour nous. Et c'est là où j'en viens. Le service n'est pas forcément bon, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais. Parfois, le service est mauvais, mais on ne le sait pas. Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un dont l'intérêt n'est pas forcément de servir nos intérêts, mais de servir les siens et de faire ses chiffres à la fin du mois et d'avoir vendu tel produit ou d'avoir fait tel truc. Et parfois, tu as quelqu'un qui veut bien faire, mais juste qui n'a pas les moyens Aussi. et les capacités de bien te servir. Quoi, absolument. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui. C'est pas forcément une mauvaise volonté. Hein, voilà, les banques de réseau, aujourd'hui, tu trouves des box et des téléphones mobiles dans la devanture. Ils sont formés à des services courants, en fait. Effectivement, il y a eu beaucoup d'émissions de crédit à la période de taux zéro. Donc oui, le banquier était toujours clé, notamment dans tes projets de résidence principale. Ok, moyen de paiement, ok, mais investissement, de toute façon, les statistiques, pour le coup, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il y en a plein. J'en avais même une que j'avais trouvée aux États-Unis où les gens préféraient aller chez leur dentiste que chez leur banquier de réseau. Donc, tu vois, il y a une perception quand même du... Enfin, le service a changé. La banque, aujourd'hui, c'est moyen de paiement, moyen de financement, moyen d'investissement. On ne sait pas trop où elle est, en fait. Ah, mais complètement. Mais il y a D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un boulevard pour les fintech aujourd'hui. C'est que l'image et le relationnel qu'on peut avoir avec notre banque traditionnelle, c'est extrêmement dégradé. Et qu'on cherche quelque chose de nouveau. On cherche aussi, alors on parle du service, mais on cherche aussi quelque chose qui s'adapte à nos nouveaux usages, des choses plutôt, tu vois, sur une interface. Alors peut-être pas certaines générations plus anciennes qui vont continuer, préférer éventuellement aller à la banque du coin parce que c'est la grande tante du cousin, du voisin, on se connaît et on a confiance. Ouais. Mais on va beaucoup chercher des nouveaux usages et nous, on le voit sur l'éducation financière des femmes qu'on accompagne, on se retrouve sur le mobile aussi et pas sur des choses plus traditionnelles. Et on le voit dans leurs usages aussi d'investissement derrière. Alors, c'est aussi parce que c'est les pour ça que vous les construisez partenaires. Une app, c'est ça? Oui, on construit une app. Alors, elle est live déjà ou pas? Non, on est en levée de fonds. Okay. On est nous-mêmes en levée de fonds. Ça se passe bien. Si tout se passe bien jusqu'au bout, on devrait avoir l'app début 2024. Okay. Juste sur la levée de fonds, du coup, comment ça se passe? Alors, nous, on lève une partie auprès de notre communauté, une partie auprès de nos business angels. Okay. Aujourd'hui, on a dépassé en intention de... on avait prévu de lever 150 000 auprès de notre communauté. On est à 250 000 d'intention, donc ça se passe bien. Et le dernier rush de la campagne, c'est au mois de septembre. Et ensuite, c'est l'opérationnel. Ok. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent investir, comment on peut toujours le faire? Alors, c'est possible encore jusqu'à fin septembre. C'est sur l'ITA. Ok. Et il faut prendre le lien que le Plan Cash communique. Okay. Voilà, parce que c'est réservé à notre communauté, donc c'est pas public pour tout le monde. Et donc on partage le lien sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Ok, donc il faut aller sur Plan Cash. Il faut aller sur Plan Cash, exactement. Ça marche. Ouais. Okay. On y revient. Bon, évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Absolument pas. D'ailleurs, j'imagine que c'est une information. Complètement. Et en l'occurrence, il faut donc ce lien privé pour y aller. Ok. Absolument. Mais donc, on revient à notre sujet. Donc, on parlait de l'application du mobile, donc de s'adapter aux usages. Voilà, on parlait du service, mais il y a les usages. Et nous, on détecte un troisième aspect qui change un petit peu la consommation. C'est l'impact. Ouais. Et alors, ça, toutes les statistiques disent que les femmes veulent avoir plus d'impact, notamment environnemental, avec leurs investissements. Elles vont chercher plutôt, peut-être parfois moins de rentabilité, mais s'il y a plus d'impact social et environnemental. Très honnêtement, quand moi je le demande à nos formés, ça ne se retrouve pas forcément. Elles vont plutôt chercher à avoir confiance dans le produit, avoir de la rentabilité, etc. Est-ce que c'est pas déjà de l'impact? Alors oui, non, parce que là, on parle vraiment d'impact au sens label, etc. Donc, tu vas comprendre... C'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que nous, on avait la même chose que toi. C'est-à-dire qu'on était persuadés, si tu veux, que tout le monde n'allait vouloir avoir que, disons, des produits d'épargne labellisés à impact. Je dis bien labellisés parce qu'il y a une grosse différence entre à impact et labellisé à impact. Et en réalité, c'était peu demandé. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est surtout que les gens savent, quand ils sont investis, donc on parle déjà d'une autre catégorie de population, ils savent pas du tout dans quoi ils sont investis. Ah non, absolument. Rien. Et donc en fait, le fait de donner cette information, de dire tiens, t'es investi dans tel pays, dans telle industrie, pour nous, le fait de donner cette information, c'est déjà aussi un petit peu de l'impact, tu vois. Mais d'ailleurs, là-dessus, les fintechs, elles ont raison, c'est qu'elles ont une transparence que n'ont pas les banques traditionnelles. Aujourd'hui,
t'investis, alors je vais pas citer de banque pour pas avoir de problème, mais t'investis dans une banque traditionnelle, bon courage pour savoir exactement où va ton argent, etc., pour aller décortiquer. C'est censé être mis à disposition, mais en fait, il faut que tu passes par 50 000 mails ou pages de web, machin, puis aller décortiquer les fascicules de 120 pages, etc., etc. Aujourd'hui, moi, j'investis, j'ai une assurance vie, un PER, en bourse, j'investis en compte titre, mais mon PER, mon assurance vie, je vais sur mon application et en fait, vraiment, en 2 clics, je sais exactement déjà quelle est la répartition de mon portefeuille et je sais exactement dans quelles industries, dans quelles entreprises va mon argent, etc. Et ça, c'est un énorme game changer, notamment, alors, pour convaincre plus de femmes d'investir, parce que même si c'est pas forcément le premier aspect qui va les driver, ça fait quand même partie des choses qu'elles vont regarder. Donc cette transparence et cet impact environnemental social. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où c'est compliqué de ne pas se poser la question de à quoi sert notre argent. Et je suis complètement d'accord avec toi, mais effectivement, la première étape, c'est de commencer à savoir où il va déjà aujourd'hui, donc d'où on part. Exactement. Et ça, je pense que c'est un rôle clé. Maintenant, l'impact, c'est un sujet... Je pense que le fait d'opposer rentabilité et impact, c'est un peu vétuste. Oui, et d'ailleurs, ces fintechs essayent non pas de les opposer, mais plutôt de les équilibrer. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu investis chez elles, en général, tu peux choisir, tu vois, quel est un petit peu ton degré de... Est-ce que tu es plutôt au milieu ? Est-ce que tu es plutôt d'un côté ou de l'autre ? Donc, mais impact ne veut pas dire pas de rentabilité. En fait, c'est ça qu'on a tendance à... On se dit que si mon argent il a de l'impact positif, c'est qu'il n'est pas rentable. En fait, non, il l'est aussi. Ouais, je pense qu'au contraire, c'est des secteurs d'investissement... Notamment si tu investis au long terme. Hein. Ouais, exactement. Et donc les fonds de private equity, donc non cotés, qui sont peut-être pas les sujets privilégiés pour les primo-épargnants, mais qui quand même commencent à se démocratiser. Oui, après... Là, c'est des thématiques privilégiées. Oui, après, t'as des investisseuses, des primo-investisseuses, je parle plutôt d'investisseuses parce que moi, je connais plutôt ces comportements-là, mais t'as des primo-investisseuses qui se disent aussi, je vais quand même faire, peut-être à la marge, mais je vais quand même faire un petit investissement parce que je veux soutenir la petite initiative ou je veux faire partie d'un truc. Parce que, tu vois, quand tu investis en bourse, c'est ton argent qui investit, mais toi, concrètement, tu fais pas grand-chose, tu n'as pas vraiment d'impact à titre personnel, je veux dire, à moins que tu essayes, tu as assez de voix pour être pointé dans une AG, etc. Mais tu es chez toi et tu suis ton cours et ça s'arrête à peu près là, quoi. Mais par contre, tu as des personnes qui veulent que leur argent serve à quelque chose, mais qui veulent, elles aussi, faire partie de ce changement. Et qui, du coup, vont chercher à faire du private equity. Et là, je parle plutôt des Lita.co, évidemment, c'est le moment où je perds de nom des autres, des Crowdcube, etc. Donc, et en fait, tu as quand même pas mal de femmes qui s'orientent vers ce type d'investissement aussi. Et là, moi, je trouve mais c'est des petits montants, c'est des petites choses. Hein. C'est pas... Maintenant, je pense qu'il faut aussi regarder les investissements structurels qui portent là, vraiment le changement. Ouais. Et sur le non-côté, il y a des choses. Et tu vois, souvent, tu dis des petits gestes, des petites choses. On assimile, je trouve, la transformation, l'impact, la transformation énergétique, l'impact à ces sujets, tu vois, un petit peu au couple robinet, etc. C'est très bien. Mais il y a des sujets, tu vois, de fond. Typiquement, je prends un exemple pas du tout sexy. La rénovation du parc immobilier existant. Tu vois, ça, c'est un sujet pas sexy. L'impact, il est monstrueux. Si on isole toutes les fenêtres de France... on a un impact juste qui est phénoménal. C'est 30% de la consommation énergétique en France, c'est le bâtiment. T'isoles des fenêtres, t'as un impact énorme. Tu vois le truc ? Ouais. Mais ça, je trouve ça assez passionnant. Tu vois, là, on en revient à notre sujet de départ, une question d'éducation aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recommande, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ça, c'est que c'est plutôt d'investir dans des choses que tu comprends. Ouais. Et donc, pour les comprendre, il faut aussi qu'on t'ait expliqué déjà que ça existait, premièrement, et puis qu'on t'ait expliqué comment ça fonctionnait. Et il y a des choses parfois qui peuvent avoir, t'en parler de l'impact, mais c'est des choses qui sont un peu obscures, c'est pas forcément sexy, c'est pas forcément mis hyper en avant, etc. Et donc, tu le vois pas, tu sais pas que ça existe et tu n'y vas pas. Et après, on parlait du private equity. Là, moi, je parlais des primos, tu vois, qui vont se dire, allez, je mets 100 balles par là, 500 par là, etc. Oui, c'est encore autre chose. Après, sur de la private equity non cotée, etc., heureusement, tu as de plus en plus de réseaux qui émergent et de femmes qui ont du patrimoine ou de l'argent à investir, soit parce qu'elles ont vendu une boîte, soit parce que, pour raison X ou Y, et qui se regroupent entre elles aussi pour avoir plus d'impact, pour investir des plus gros tickets, etc. Donc, tu as quand même des choses qui se mettent en place aujourd'hui côté féminin.
qui n'existaient pas il y a encore très peu de temps. Je pense par exemple, je pense au réseau de Sista, mais je pense aussi à l'EIA Capital, et d'autres qui existent, Femmes Business Angel, etc. Donc il y a quand même des choses aussi qui se font. Mais là, on parle de personnes qui ont déjà plusieurs milliers. Très haut du panier. Là, tu as déjà plusieurs milliers d'euros à mettre. C'est quand même... Alors, investir de manière générale, c'est risqué, mais là, on est quand même sur un risque qui est un peu plus élevé. Donc, c'est souvent pas le premier investissement que tu vas faire, quoi. Tu vas d'abord sécuriser des choses un peu plus traditionnelles. Si je peux me permettre, peut-être ce sera l'occasion de discuter d'une formation ensemble. Il y a un autre type il y a du private equity plus traditionnel où tu prends un risque qui est beaucoup moins élevé, où tu vas sur des large caps, où tu peux te diversifier. Et ça, c'est une classe d'actifs qui est en train de se démocratiser aussi. Ton risque de perte en capital, il est incommensurablement plus faible que sur des participations directes comme celles auxquelles tu fais référence. Ouais. Ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'éducation financière sur ces sujets. C'est ça. En fait, mais vraiment, on est toujours sur ce sujet, on est toujours sur le sujet de l'éducation. Et surtout quand tu parles à des publics qui en ont été éloignés pendant très longtemps et à qui il faut réapprendre les bases, mais surtout des personnes qui ont besoin de comprendre ce qu'elles font. Et vraiment, mais même moi, la première, je le vois en fait, je pense que moi, je suis... j'ai pas un patrimoine de dingue, je viens pas d'une famille riche, etc. L'argent que j'investis, je l'ai gagné vraiment à la sueur de mon front, etc. Et de négociations bien réussies. Et aujourd'hui, quand je l'investis de manière réfléchie. Alors, j'ai des choses qui sont très risquées, j'en ai d'autres qui sont beaucoup moins, mais surtout, j'investis dans des choses que je comprends. Même sur mes actifs très risqués, par exemple sur mes cryptos, j'investis quand j'ai compris de quoi il s'agissait. Alors, des fois, je ne suis pas devenue experte du sujet, mais et je pense que les femmes ont besoin de comprendre. Et donc, il y a tellement de choses... Enfin, il y a des produits qui sont obscurs, mais pour tout le monde. Et donc, ce n'est pas forcément par là qu'on va commencer. Ouais, mais je trouve ça, encore une fois, désolé, hein, nous, on ne fait pas que ça, donc je ne suis pas orienté particulièrement, mais je trouve que c'est un exemple particulièrement parlant, le private equity, parce que c'est ultra concret. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi le private equity ? C'est t'investis dans une société A. Quand t'investis, qu'est-ce qui se passe ? L'argent, il va sur le compte de la société. Ils vont eux-mêmes l'utiliser pour acheter des machines, faire de la recherche et développement, développer une nouvelle molécule, peu importe l'industrie dans laquelle t'es. Enfin, en fait, c'est le retour aux bases, en fait, le private equity. Ouais. Donc, c'est quelque chose, pour le coup, de hyper compréhensible si on prend le temps de te l'expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi ultra rémunérateur. C'est-à-dire que en fait, investir dans l'économie sans investir dans le private equity, c'est se couper d'une grosse partie de l'économie. Si tu regardes les États-Unis, 85% des boîtes de plus de 100 millions d'euros de valorisation, elles sont non cotées. Donc en fait, tu vois, t'es un peu obligé, quoi. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois déjà, en fait, de faire comprendre à cette population-là qu'en fait, son argent... Des fois, on est sur ça, hein, mais même les hommes aussi, que ton argent sur ton livret A, il ne travaille pas. Enfin, tu vois, déjà, en fait, non, mais tu vois, c'est déjà tout un travail. Et derrière aussi, de faire comprendre, on parle de diversification, etc. Et donc, si tu veux, les gens vont avoir leur tendance à aller vers d'abord des produits dont ils ont déjà entendu parler, tu vois. Enfin, je reviens dessus, mais l'assurance vie, c'est un truc, t'en entends parler. Alors, des fois, tu sais pas trop ce que c'est, mais t'en entends parler. Donc, il y a aussi une question de t'es assuré, t'es réassuré, parce que t'as l'impression de connaître, tu vois. Là, après, on parle de private equity, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est. Et donc, tu vois, au-delà de leur expliquer que c'est rentable, etc., on parlait tout à l'heure du risque, tu vois, du risque perçu, risque réel. Je pense que là, typiquement, quand tu connais pas ton produit, tu sais pas exactement ce que c'est, à quoi ça va servir, etc. Et puis, il faut faire beaucoup de recherches, il faut comprendre aussi dans quoi tu investis, tout ça. Bon, tu vois, là, le delta risque perçu, risque réel, il est beaucoup plus gros que sur certains autres types d'investissements. Mais je t'avoue que ça ne concerne pas que les femmes. Et que la réalité, c'est que le secteur dit affluent, donc moins d'1 million d'euros, ça représente à peu près 0%. Tu vois, statistiquement, de l'investissement en private equity à l'échelle mondiale. Donc je ne suis pas surpris. Mais je pense vraiment que pour le coup, ça représente une part importante et de plus en plus importante chaque année des plus gros patrimoines. Ce n'est pas pour rien. Tu vois. Donc, si tu arrives à investir dans les mêmes conditions qu'eux, je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que c'est notre rôle à tous ceux qui participent à la démocratisation de la finance en général d'éduquer sur ces sujets. Après, honnêtement, nous, chez Plan Cash, on n'est pas là du tout pour dire aux personnes dans quoi elles doivent investir. C'est clairement pas c'est pas notre rôle et c'est pas notre objectif de toute façon. Nous, on est plutôt là pour leur dire c'est important pour toi de t'intéresser à la question.
Et voilà ce qui existe. Voilà comment on fait quand tu veux faire tes premiers poids, voilà ce qui existe. Nous, on peut ensuite, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, on leur dit, nous on peut te mettre en relation ensuite derrière avec des CGP, avec des partenaires qu'on a étudiés, et donc on sait que ce sont des choses qui sont sérieuses, je reviens dessus, mais qui ont de l'impact, parce que ça fait partie de nos valeurs chez Plan Cash, l'impact féministe, mais aussi l'impact environnemental. Donc, on va plutôt choisir des partenaires qui y répondent. Et en fait, si tu veux, nous, il est là notre rôle. Il est vraiment d'éduquer, de pousser à l'action, de permettre un bon suivi, de mettre en relation avec les bonnes personnes. Mais on n'est pas là pour dire aux personnes. Et simplement, on n'est pas formé aujourd'hui pour le faire. On n'est pas CGP nous-mêmes. Et d'ailleurs, on n'a pas vocation à l'être. Donc, tu vois, on parle beaucoup de private equity. La partie recommandation auprès de ces CGP, il y a une grosse demande. Ouais, ça marche très bien. On s'en parlait tout à l'heure en off, mais aujourd'hui, effectivement, quand tu veux faire appel donc, à un ou une conseillère en gestion de patrimoine ou de matrimoine, comme on aime bien dire chez nous, en général, il faut déjà avoir un capital assez conséquent à investir. Alors, chez certaines CGP, ça peut être 10, 20 cas, mais tu en as beaucoup, c'est 100. Et donc aujourd'hui, quand tu as... Et tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je reviens dessus, mais moi, j'accompagne des femmes. Et aujourd'hui, quand tu as déjà moins de revenus, et qu'en plus, on vient de t'expliquer que tu peux investir avec peu d'argent, tu peux faire de l'investissement avec un capital de quelques centaines d'euros, et puis ensuite des mensualités de 10, 50, en fonction de ce sur quoi tu investis. Mais ces personnes-là ne savent pas forcément vers quoi se tourner, parce qu'on leur a expliqué ce qui existait, on leur a expliqué comment concrètement faire, mais elles ont aussi des questions qui concernent leur situation personnelle. Et donc, ces personnes-là, elles n'ont personne vers qui se tourner, tu vois, en dessous d'un certain montant à investir. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous, on est venu justement, on est venu remplir ce vide-là en négociant avec des CGP. On appelle ça la hotline Plan Cash. Et donc, c'est des CGP qui, en amont, reçoivent des informations de situation de la personne et qui vont sur 45 minutes pour en fait, le même prix qu'une séance chez un psy, qui vont du coup ensuite apporter vraiment du conseil personnalisé à ces personnes-là, qui n'ont pas forcément derrière le besoin d'être accompagnées sur du long terme, parce que des fois on parle de femmes qui ont, je sais pas, la prime de 3 000 euros qui est tombée de la boîte, ou qui ont un petit héritage, ou enfin voilà, des fois on parle de quelques milliers d'euros. C'est une analyse de situation fiscale, économique, quoi. Et parfois c'est du budget, parfois c'est de l'épargne, parfois c'est effectivement. Alors après, dans le lot, il y en a qui continuent à travailler avec les CGP en question, j'imagine. Exactement. Parce que là, j'ai beaucoup mis l'accent sur les personnes qui n'ont pas... mais il ne faut pas croire que les femmes sont toutes pauvres et que les femmes n'ont absolument aucun argent. D'ailleurs, les inégalités salariales se réduisent. Donc, les femmes ont de plus en plus d'argent. C'est juste qu'ils dorment, je disais tout à l'heure, sur du livret A ou du compte courant. Mais donc, on a des femmes derrière qui, effectivement, vont poursuivre ensuite avec ces CGP parce qu'elles ont 10, 20, 30, 50, 100 000, 150 000 euros à investir. Je crois que les statistiques que nous avons envoyées une de nos CGP, en moyenne, je crois que la moyenne des femmes qui étaient venues la voir de notre part, elles avaient je crois que la moyenne, c'était 80 000 euros à investir. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Donc, mais voilà, donc tu vois qu'il y a quand même un delta, mais je crois que le plus faible, c'était peut-être 1000 ou 1500 euros, puis le plus élevé, alors je me souviens plus, mais bon voilà, il y a quand même un gros delta. Mais aujourd'hui, le système n'accompagne pas beaucoup celles qui sont en bas de ce système-là. Or, c'est souvent des femmes. Ok, très cool. Voilà. Du coup, sous-côté, sur-côté, ok. Donc le private equity. Sous-côté. Ah, merci. Barbie. Le film, évidemment, dont on parle beaucoup, et je crois que vous avez fait un post sur la question. Ça dépend de quel aspect on parle. On parle de l'aspect éducation féministe. Je pense qu'il est pile à la bonne cote. Par contre, je pense qu'on sous-évalue énormément le côté capitaliste qu'il y a derrière le film. Ok. Les ETF. Ah, sous-côté. Je suis d'accord. Clairement, ça devrait être la base. Ouais, je suis d'accord. L'écriture inclusive. Alors, je ne peux répondre que sous-côté. En mettant juste un petit mot d'explication, c'est que souvent, on a une mauvaise idée de ce que c'est l'écriture inclusive. On pense que l'écriture inclusive, c'est mettre du point médian partout. Or, ce n'est pas le cas. L'écriture inclusive, ça commence déjà par la manière dont on formule ces phrases. Pour être inclusif ou inclusive pour toutes et pour tous. Ok, donc plutôt autrice que auteur. Plutôt autrice que auteur. Ok. La crypto. Je pense que c'est sous-coté pour beaucoup de personnes qui s'y intéressent pas. Et c'est dommage. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cet écosystème. Et pour suivre quelques groupes sur Telegram ou sur Facebook,
qui surcote un peu trop. J'aime beaucoup cette analyse, j'ai souscrit tout à fait. Est-ce que tu aurais quelques contenus à recommander à nos différents auditeurs, que ce soit sur l'investissement, sur les différents sujets qu'on a abordés? Donc, par exemple, un podcast à recommander? Podcast à recommander, Rends l'argent de Titiou Lecoq. Okay. C'est, je pense, une bonne porte d'entrée pour s'intéresser à l'aspect financier et économique en passant par le côté intime. Ok. Tu m'as demandé quoi d'autre? Un livre. Un livre. Alors, livre, on nage pas dessus, mais je pense que mon associé me tuerait si je ne réponds pas Feminist Washing de Léa Lejeune. Je pense qu'elle me tuerait si je ne cite pas celui-là. Ok, très bien. Un film. Et donc, c'est la manière dont les entreprises en fait, utilisent l'image des femmes pour vendre plus. Voilà. Donc, il y a quand même une question d'argent derrière. Ouais. Un film, je ne vais pas faire très original. Margin Call. Ok. Intéressant le côté psychologique et le côté un petit peu huis clos avant que tout pète niveau boursier. J'aime bien. Pas très féministe pour le coup. Pas très féministe pour le coup. Mais cela dit, je pense que même quand on est une femme... alors j'aimerais bien voir plus de contenu féministe, séries, films sur le sujet. Mais si on consomme que ce genre de contenu, aujourd'hui malheureusement on n'en consomme pas beaucoup. C'est masculin. Donc il faut y aller. Et une série du coup? Série, plutôt mini-série. Je suis très adepte de mini-séries. Ah ouais? Je trouve que Netflix, par exemple, fait des très bonnes mini-séries, notamment certaines sur l'argent. Arte fait des mini-séries qui sont géniales. La dernière en date que j'ai regardée, je l'ai finie hier, sur Madoff. Je crois que c'est 4 épisodes, vraiment pour comprendre comment cet homme a réussi à arnaquer tout le monde, y compris les grandes autorités financières américaines et mondiales, les banques européennes, sans se faire prendre pendant 15-20 ans. Comment la SEC a complètement léché les pieds de cet homme, avec malheureusement le contre-coup qui est quand même beaucoup de vies détruites, des suicides aussi, et des familles qui ont perdu tout leur argent. Mais mini-série passionnante pour comprendre comment c'est arrivé. Ok, génial. Merci beaucoup. Donc, comme je te disais, là, cette dernière partie, maintenant qu'on a disséqué un petit peu tous ces comportements ensemble, et je te remercie, comment on fait pour s'améliorer? Donc là, je me mets dans l'eau. Comment est-ce qu'on adresse mieux ce public féminin qui manifestement a besoin d'un média dédié? Il a probablement aussi besoin d'outils dédiés. Donc nous, on pense des produits technologiques. Tu parlais des nouveaux usages, on est en plein dedans. On essaye de répondre à tout ça. Tu parlais de l'impact, on est aussi en plein dedans. On essaye de répondre à tout ça. Mais alors, comment est-ce qu'on s'adresse mieux à ce public? Alors déjà, je ferais juste remarquer que c'est le genre d'information qu'on monnaie plusieurs milliers d'euros auprès d'entreprises. Donc je te ferai une facture à la fin, de l'enregistrement. Je pense qu'il y a une base, mais vraiment essentielle. C'est que si tu n'as pas de femmes dans tes équipes, je suis désolée, mais en fait, tu ne pourras jamais acquérir de femmes en tant que cliente. C'est de la même manière, et ça se vérifie dans tous les domaines d'activité. Et on a plein d'exemples aujourd'hui, que ce soit les femmes ou certaines minorités visibles. Si tu n'as pas de personnes de couleur dans ton équipe, tu auras beaucoup de mal à comprendre cette communauté-là. Si tu n'as pas de personnes en situation de handicap, tu auras beaucoup de mal à les comprendre. Si tu n'as pas de femmes, tu auras beaucoup de mal à les comprendre. En fait, je suis désolée, mais c'est la base absolument partout. Là, l'équipe que tu vois, effectivement, est peu féminine, mais on a des femmes dans l'équipe, je te rassure. Non, alors quand je dis tu, c'est pas forcément toi directement. Mais voilà, je pense que la base, c'est déjà ça. Ensuite, c'est d'avoir des produits... Alors, je vais te partager une anecdote. Je vais pas citer pour pas avoir d'ennui derrière, mais il y a quelques mois, j'étais invitée à une soirée pour le lancement d'une feature, d'une fintech, d'un produit, bref. Je vais là-bas, j'arrive et les gens savent qui je suis. Alors moi, ça m'arrive pas beaucoup, ça arrive beaucoup plus à mon associée Léa, parce qu'elle a été journaliste pendant longtemps, que les gens voient très bien qui elle est. Moi, ça ne m'arrive pas énormément. J'arrive là-bas, on voit qui je suis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans la salle, 300 personnes, à tout casser, on était, sans mentir, je nous ai compté, on était 6 femmes. Vraiment, je nous ai compté dans la salle. En fait, on savait qui j'étais parce qu'il y avait tellement peu de femmes qui avaient été invitées qu'en fait, c'était très facile de savoir qui on était. Donc déjà, toi, en tant que femme, je me suis dit, est-ce que c'est le genre d'entreprise dans laquelle j'ai envie d'aller, j'ai envie de prendre leurs produits, etc. Premier point. Ensuite, vient me trouver le directeur marketing de cette fintech et on commence à discuter exactement du même sujet. Et il me dit,
Ah mais nous, on a prévu de créer un onboarding spécifique pour les femmes, on va le rendre un peu plus véridique, on va le rendre un peu plus rose, etc. Et je me dis, mais en fait, pourquoi mais non. Et ça, c'est le même piège dans lequel était tombé à l'époque BNP Paribas, qui avait, je ne sais plus quel produit c'était, mais ils avaient fait exactement ça. En fait, ils avaient créé un produit ou un parcours d'onboarding qui était rose, mais vraiment, en se disant, c'était la même chose que pour les mecs, mais c'était rose, en se disant, c'est rose, ça va parler aux femmes. En fait, je suis désolée, mais on ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, il y a quand même un truc sur le produit qui est à faire. Il ne faut pas tomber dans un extrême ou dans un autre. Je viens de critiquer la couleur rose, à contrario, et là, je suis désolée, j'ai mis les pieds dans le plat, mais quand tu as un produit, toute ton identité visuelle, c'est noir et doré, et aujourd'hui, c'est beaucoup le cas de beaucoup de fintech. En fait, je suis désolée, mais ça nous parle pas. C'est sombre, du coup, c'est sombre, on a l'impression que ça va être compliqué, du coup, déficit de confiance, etc., etc. On se dit, ok, c'est pas pour moi. Voilà. Okay. Donc, tu vois, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre faire un tout rose bonbon, parce que là, on va se dire, en fait, on nous prend pour des prunes, ou faire un truc très sombre et qui, du coup, est associé à des images de manque de confiance, c'est masculin, c'est... Bon, je pense qu'il y a un truc entre deux à faire. Maintenant, il y a... On en a beaucoup parlé, il y a cette histoire d'éducation. Moi, perso, je ne crois pas au parcours spécifique. Non, mais moi non plus. Moi, je ne crois pas à ça. En fait, je pense que le problème, il est toujours sur l'éducation. Si tu as un produit qui est lisible, tant sur ses fonctionnalités que sur son aspect visuel, que derrière, tu as un parcours d'onboarding qui est unique, mais qui est explicatif. On le comprend, il est intuitif, il est facile à utiliser. En fait, là, homme comme femme, on n'aura aucun problème à s'en servir. Et que derrière, tu doubles tout ça avec une posture... tu fais preuve de pédagogie, tu es dans l'éducation, tu donnes des exemples, tu parles, tu essayes d'avoir un discours qui n'est pas... tu parles de chiffres, mais parle aussi de choses concrètes, tu vois, tu parles aussi de projets, tu parles aussi d'objectifs, etc. Tout de suite, non seulement tu parleras à beaucoup plus de femmes, mais tu parleras à beaucoup plus de monde tout court. Il faut être clair et il faut utiliser des exemples parlants, quoi. Exactement. Ça, c'est effectivement, j'y crois beaucoup. Moi, ce que je te disais en off juste avant, c'est que nous, on a un taux de conversion qui est supérieur sur les femmes que sur les hommes. En revanche, on a beaucoup moins de femmes qui viennent à nous que d'hommes. Donc, on a un vrai enjeu, puisque finalement, c'est une cible stratégique, puisque le taux de conversion est très bon. Notre plus grosse cliente est une cliente, d'ailleurs. Nos deux plus gros clients, d'ailleurs, sont des femmes. Donc, ça, tu vois, en termes de potentiel, c'est aussi, ça en dit aussi long. Mais comment est-ce que, du coup, en dehors de la clarté de la couleur, comment est-ce que, même plus généralement, en fait, on atteint, sur tout le funnel, on atteint mieux aujourd'hui cette population. Mais là, après, il y a des basiques de communication. Hein. C'est ton discours, comment tu le délivres et où est-ce que tu le délivres. Ouais. Donc après, c'est toi déjà, dans tes canaux à toi, comment tu... en fait, il faut que ton image, on ait l'impression que c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est que pour... Alors, sauf si c'est ton objectif. Et dans ce cas, pourquoi pas, tant que ça reste légal. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est que pour les hommes, que pour les femmes, que pour X ou Y. Donc, il faut déjà que, tu vois, ton image, elle soit accessible à tout le monde. Il faut que tu aies les bons mots. En fait, le langage... la manière dont on parlait d'inclusivité, mais la manière dont tu parles, la manière dont les mots que tu utilises, tout ça, ça a un vrai impact, en fait, vraiment, sur les hommes comme les femmes, et encore plus sur les femmes. Donc, la manière dont tu parles, ce que tu vas mettre en avant. Et après, il faut aller chercher les femmes là où elles sont aussi, tu vois. Donc, ça passe par... alors, Plancage. Moi, ce que je vous recommande, en tout cas, c'est de faire attention. N'allez pas chercher des femmes là où elles sont si vous n'êtes pas prêt pour les accueillir. C'est-à-dire que si ton produit, il est toujours, je schématise, mais s'il est toujours sombre, s'il n'est pas très clair, ou si ton parcours d'onboarding, il n'est pas fluide, ou si tu ne sais pas expliquer ton produit de manière très simple, etc., va pas encore chercher les femmes parce que d'ailleurs, ça sera grillé. En fait, peut-être qu'elles vont venir voir ce que tu fais, mais tu les onboarderas pas et tu auras perdu ta cartouche auprès d'elles. Donc, et puis, ça pourrait aussi passer pour du washing, tu vois. Washing, en fait, si dans ton équipe, tu n'as pas de femmes, que ton produit n'est pas orienté inclusif, etc., ça ne marchera pas.
Faut déjà bien construire l'offre avant d'aller chercher. En fait, il faut être prêt. Mais c'est tout ce qui est diversité et inclusion de manière générale. Si t'es pas prêt à accueillir les personnes, bah t'es pas prêt à aller les chercher. Va pas les chercher encore. Il faut d'abord que toi tu sois prêt. Il faut d'abord que tu puisses leur proposer des choses qui leur parlent avant de les faire venir. Tu vois, tu vas pas. Je vais prendre un exemple. Je vais me faire taper dessus, mais je vais prendre un exemple hyper parlant pour que ce soit hyper clair. Si tu veux recruter une personne qui est en chaise roulante, mais que t'as pas d'ascenseur, c'est compliqué. Ouais. Il va y avoir un problème. À moins d'être au Donc tu rez-de-chaussée. fais d'abord construire un ascenseur et après tu fais en sorte de la recruter. Ok, compris. C'est intéressant parce que c'est des réflexions qu'on a déjà entamées, des transformations aussi parfois qu'on a déjà entamées. Juste pour l'info, ce qui marche le mieux chez nous pour les femmes, c'est le parcours conseillé. Et c'est peut-être là que ça renvoie un peu à votre offre aussi. Donc c'est là où il y a vraiment de l'humain de A à Z en fait. Oui, bah c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire il faut que tu puisses l'expliquer de manière facile, simple, etc. Enfin, et je pense qu'il y a une réassurance aussi peut-être qui doit fonctionner. Du coup, réalité de la vie oblige, tu dois bientôt partir. Donc quelques mots de la fin pour ceux qui souhaiteraient commencer à investir. Toi, tu dirais, pour démarrer, tout à l'heure, les ETF, c'est la base. Vers quel produit, peut-être que c'est pas ça que tu vas dire, mais à quel produit on commence à s'intéresser quand on veut commencer à investir. Et je pense comme toi qu'il faut vite passer à l'action pour le coup. Alors, je vais te décevoir parce que je vais pas répondre à ta question. D'accord. Parce que moi, je pense que ça dépend entièrement, et c'est ce que d'ailleurs on leur apprend dans toutes nos formations, ça dépend complètement de ta situation. Ça dépend de combien tu peux investir, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire de cet argent, ça dépend du niveau de risque que tu es prêt à prendre. En fait, ça dépend de tellement de paramètres qu'aujourd'hui, je n'irai pas te dire d'investir dans tel ou tel truc. Après, si tu débutes, je n'irai pas te dire d'aller investir dans quelque chose qui est hyper risqué. Je ne te dirai pas de commencer par d'aller tenter de faire du trading ou d'aller te mettre dans les cryptos, tu vois. Je te dirais plutôt de réfléchir à un produit peut-être qui est peut-être un peu plus stable, qui a des risques mais peut-être plus mesurés. Voilà. Donc, peut-être que tu seras déçu. Un peu déçu. Mais ouais, après, je peux te dire ce que moi je fais. Ah bah, ça m'intéresse. Je peux te dire ce que moi je fais. Moi, je fais un petit peu de tout. Non, j'ai commencé comme beaucoup de monde. J'ai commencé par... alors, au-delà de mon épargne de précaution, sur mes livrets, etc., ça, c'est autre chose. Hein. Je parle vraiment de la partie investissement pur. Ouais. Moi, j'ai une assurance vie. Ouais. C'est le premier produit que tu as ouvert ? C'est le premier produit que j'ai ouvert, effectivement. En banque ou en fintech ? Non, en fintech. Ok. Pourquoi assurance vie ? Parce que objectif à plus de 8 ans, donc fiscalité, etc. À côté de ça, j'ai aussi de l'épargne qui ne travaille pas beaucoup, elle travaille à son 3 petits pourcents parce que j'ai aussi des objectifs qui sont à plus court terme, mais c'est vraiment sur du produit d'épargne classique. Quoi. Okay. Donc investissement en assurance vie plus de 8 ans. Moi, j'ai un parcours qui a été... Bon, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai quand même souvent changé de job quand j'étais dans ma carrière précédente. Là, je suis chef d'entreprise, j'ai été freelance, donc j'ai aussi un parcours qui est morcelé. Et donc, j'ai un certain... j'ai fait des études, j'ai un certain background éducatif. Je fais partie des femmes, en plus je suis maman. Il n'est pas... Je ne sais pas si demain je ne prendrai pas un congé parental, etc. Donc, je fais partie des profils qui sont aussi à risque vis-à-vis de la retraite. Et donc, du coup, je vais vers un PER. Okay. Donc, pour avoir aussi un produit sur du très long terme, voilà, avec un profil Fintech de risque. Aussi. Fintech aussi. Okay. Pourquoi ? Parce que j'ai préféré, justement, sur du long terme, je voulais avoir aussi de l'impact environnemental. Donc, je suis chez 2 acteurs différents qui m'allient rentabilité et impact. Et ça, je peux le suivre de manière assez régulière. Ensuite, j'ai quand même un côté risqué. J'aime bien le jeu, donc j'ai des cryptos que je tente d'oublier. Voilà, j'investis. C'est la bonne méthode. J'ai fait du DCA pendant un petit moment et puis maintenant, j'estime que j'ai mis assez... Je me tiens un peu au courant de l'actualité, mais j'oublie que j'ai ce portefeuille et je me dis dans 5-6 ans, je regarderai ce qu'il en est. J'ai des actions en compte titre sur une application pareil en fintech avec du DCA pour le coup, et là j'ai mes ETF. C'est les premiers investissements que j'ai fait en bourse, c'est ça. Donc les principaux.
Et je crois que c'est tout. Je réfléchis, est-ce que j'ai ouvert des trucs dernièrement? Non, c'est tout. Ok. Donc les enveloppes fiscales traditionnelles avec des stratégies qui dépendent de tes horizons de placement. Exactement. Et de la fiscalité. Et plutôt pas mal de diversification. Ouais, exactement. Et tu vois, avec des choses qui allient du risque plus mesuré sur certains placements et plus risqué sur d'autres. Ok, ça nous paraît être une bonne situation. Avec plaisir pour regarder plus en détail, bien sûr, si ça t'intéresse. Est-ce que, selon toi, quand tu démarres en investissement, sincèrement, est-ce que tu penses que c'est mieux de se faire accompagner? Ça peut être de la formation, ça peut être un accompagnement aussi. Alors voilà, ça dépend effectivement de ce que tu appelles par accompagner. Les deux, en fait. En tout cas, de se faire, alors je sais pas conseiller, je veux pas utiliser le mot conseiller, mais en tout cas de trouver des ressources, on va appeler ça comme ça, de trouver des ressources qui dépendent de tes capacités d'investissement aussi et de ton niveau du niveau d'implication que tu vas avoir. Effectivement, je pense que c'est primordial. Déjà parce que personne ne naît investisseur ou investisseuse. Tu peux naître avec de l'argent, mais tu n'es pas investisseur ou investisseuse. Et donc, je pense que c'est nécessaire d'aller chercher auprès des personnes qui peuvent t'apporter la connaissance. C'est nécessaire d'aller la chercher. Aussi parce que parfois, tu peux apprendre. Alors, soit tu apprends auprès d'une personne qui est experte ou expert comme un ou une CGP ou un cabinet d'accompagnement, etc. Parfois, c'est juste au sein d'une communauté. Auprès de personnes qui ont des profils similaires à toi et qui peuvent aussi t'apprendre. Je ne vais pas parler d'immobilier, mais tu vois, je sais que les femmes aiment beaucoup l'immobilier parce que c'est aussi des choses très concrètes, tu vois, tu as de la pierre, tu la vois, tu sais ce que c'est, etc. Bon, que ce soit l'immobilier ou autre chose, d'aller voir des personnes qui ont des situations similaires, qui t'apprennent, moi j'ai fait telle manœuvre, ça a marché, ça n'a pas marché, tiens d'ailleurs tu sais que la fiscalité ici, d'ailleurs fais attention aux impôts, etc. Donc en fait avoir une communauté, je pense que c'est hyper important aussi, bien et ça quel que soit ton genre. Se former. Et pas forcément se faire conseiller. Si, je pense à partir de certains moments, je pense que c'est intéressant de se faire conseiller. C'est quoi, à partir de 10 000 euros? Encore une fois, ça dépend. 10 000 euros, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu vois, quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à mettre 10 000 euros de côté, fais-toi conseiller avant de les investir. Quelqu'un qui a des centaines de milliers d'euros, 10 000 euros... oui, non, tu vois, donc en fait... Ça dépend de ton enjeu, en fait. Il y a un contexte aussi qu'il faut reprendre. Mais oui, si tu as 10 000 euros, que c'est tes premiers 10 000 euros, que tu n'as jamais ou tu as très peu fait d'investissement, etc., oui, fais-toi conseiller ou en tout cas, fais-toi accompagner, trouve les ressources nécessaires. Ok. C'est quoi les pièges à éviter? Ça, je pense qu'ils sont classiques, les pièges à éviter. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Je pense que c'est une base. Si on te dit rentabilité rapide et très élevée, fuis en courant. Je pense qu'il y a des trucs assez basiques comme ça, un peu comme partout. Et d'autant plus aujourd'hui avec Internet, où tu peux trouver... Et aujourd'hui, n'importe qui peut être influenceur finance. Heureusement, il y a un cadre législatif qui commence à être un peu plus strict. Donc, ça va permettre d'éviter les pièges. Mais... Voilà, écoute pas n'importe qui, croise Dior, fais tes propres recherches, croise des informations. Et on le dit nous-mêmes, on a un média, on a une partie média en informe. Dior, c'est pas la maison LVMH. Oui, alors oui, Dior, do your own research. Effectivement, mais croise des informations. Ne crois pas un seul canal d'information tout seul, et que ce soit plan cash avec d'autres, croise-les toujours. Ok. Et dernière question. Après, promis, je te laisse tranquille. Est-ce que toi, tu suis tes investissements? Et si oui, est-ce que tu as un conseil pour les gens pour qu'ils puissent suivre leurs investissements? Je suis mes investissements. Alors, à part mes cryptos, je te dis, j'essaye de les mettre de côté, de les oublier. Oui, je les suis. Aujourd'hui, je les suis sur... en fait, comme j'ai investi via des fintechs, je les suis sur les interfaces des fintechs qui, en général, sont plutôt bien faites. Je n'ai pas de centralisation de mes suivis d'investissement aujourd'hui. Voilà, ça répond à ta question? Ça répond à la question. Bon, du coup, j'en profite quand même pour dire que les gens peuvent suivre tous leurs investissements sur colbert.co, quelle que soit la fintech ou le CGP avec lequel ils ont pu faire cet investissement. Merci beaucoup Morgane d'être venue, c'était passionnant. En plus, tu nous as livré des conseils qui valent plusieurs milliers d'euros en direct. Donc là, je ne suis pas rentrée en détail, c'est quand on rentre dans le détail que ça vaut plusieurs milliers d'euros. Ça reste un épisode immanquable, on coupera cette séquence au montage. En tout cas, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à toi.